Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire du TDD avec GitHub Copilot. Je me présente. Je m'appelle Manuel. Je suis développeur chez Theodo FinTech. J'aime beaucoup le TDD, mais en même temps, je suis très curieux par l'arrivée de tous ces assistants de code. Je me demande quel sera leur impact dans notre quotidien. Parce qu'en fait, l'idée qu'on a souvent d'eux, c'est que ils pourrissent notre code. On voit des articles ou même des études qui disent que dans des situations de production, l'utilisation des GenAI pour générer du code, bah, ça produit du mauvais code et ça produit des bugs. Donc, c'est quelque chose que je me dis, bah, moi, je veux tester parce que je trouve ça dommage. Il y a un énorme potentiel. Est-ce qu'on peut pas faire du code à la fois qualitatif en utilisant la force de frappe des GenAI et par exemple GitHub Copilot. Donc, pour ça, je vous propose un exemple. C'est de coder un moteur de recommandation et va prendre en input un type de restaurant ou un prix maximal qu'un utilisateur voudra payer. En output, il va nous donner, OK, c'est quoi les 10 meilleurs restaurants. Donc, un restaurant est défini comme tel. Bon, vous le voyez pas, mais c'est nom, type, adresse, note et le prix moyen d'un plat. Et les règles du moteur de recommandation sont les suivantes. Maximum 10 restaurants. Si on demande un type, eh bien, on nous retourne uniquement des restaurants de ce type. Et si on donne un prix maximal qu'on veut payer, on va nous renvoyer des restaurants dont le prix moyen est un peu supérieur à celui qu'on demande, quand même. Finalement, on va trier par note. Donc, on va commencer avec une architecture en couche et je définis mon modèle qui est juste mon restaurant. Avant de passer sur du TDD, on va se dire peut-être on n'a pas besoin de se prendre la tête, peut-être tout le monde a tort, peut-être Copilot est juste génial de prime abord, et donc on va lui demander de coder le ticket. Il me dit pas de problème, il me met voilà un peu de code dans le service, un peu de code dans le repository, ça a l'air tout à fait honnête. Il me crée même des tests, il est super sympa. Ce qu'il savait pas, c'est que moi aussi j'avais créé des tests. Et le code qu'il m'a proposé, bah, en fait, il les passe pas tous. Il y a des cas qu'il ne couvre pas. Ok, pas de souci. On va quand même lui donner une chance. Donc, je vais être un peu moins vague. Je vais lui donner un peu plus de spécifications pour l'aider. Donc, d'abord, je veux que toute ma logique soit dans mon service. T'occupe pas trop du repository et surtout, sois sûr que toutes les fonctionnalités, tu les couvres par un test unitaire. J'ai fait ce test plusieurs fois. Et cependant, je ne sais pas trop pourquoi, il m'a toujours mis ma logique dans mon repository. Euh, non, je t'ai demandé dans le service, pas dans le repository. Et là, enfin, il me propose quelque chose auquel je m'attends. En plus, il me propose cette fois-ci 3 tests, beaucoup mieux d'avant, beaucoup mieux qu'avant. Sauf qu'en réalité, si on se met à regarder ces tests-là, ils sont de très mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'il me propose des scénarios qui ne testent aucun cas limite et que si je déploierais en production, j'aurais aucune confiance qu'il détecterait une régression. Autre chose que j'ai remarqué avec ces tests-là, c'est que autant avec les différents tests que j'ai faits, on convergeait assez rapidement vers le même code, la forme des tests qu'il me proposait était toujours très différente. C'est-à-dire que parfois, même si le prompt change jamais, c'est toujours test unitaire sur le service. Parfois, il me proposait voilà test unitaire avec mock. Parfois, il me proposait du add Spring Boot test où il faisait du mock bin. Et même au niveau des assertions, parfois, il voulait comparer le contenu des listes et parfois, il voulait comparer la taille des listes. Donc, il n'y avait jamais vraiment une cohérence dans comment j'allais tester mon application. Ces premiers tests me font arriver à quelques conclusions déjà. D'abord, c'est que les articles à première vue avaient raison, c'est-à-dire je n'ai pas garantie d'exactitude en générant mon code avec Copilot. Ensuite, si par miracle il me code ce que je veux, je n'ai pas de garantie de couverture, ça ne va pas scaler en production. Et surtout, à chaque fois que je vais lui demander une chose, il va me créer des tests très différents, ça peut créer des codebases très hétérogènes. Ma conclusion, c'est que Copilot, c'est comme un dev qui connaît tout, absolument tout, mais ne sait absolument pas comment utiliser toutes ses connaissances. Il n'a pas d'intelligence. Mais d'un côté, moi, ça me rassure sur l'approche que je voulais pratiquer, qui est celle du TDD. Ce que je me dis, c'est une méthode qui peut vraiment utiliser un peu tout ce potentiel
euh, qui est, enfin, qui n'est pas du tout restreint, et l'utiliser pour faire du code qualitatif. Donc avant de continuer, je fais un petit rappel de ce que c'est que le test-driven development. Donc c'est une méthodologie de développement qui consiste à découper sa fonctionnalité en petits bouts et itérer pour la développer en enchaînant des cycles qui ont trois phases. Donc il y a la phase red dans laquelle on écrit un test qui échoue, la phase green dans laquelle on écrit le code strictement nécessaire pour faire passer ce test, et ensuite l'étape de refactoring où on refactore le code résultant. Le TDD a plusieurs avantages. D'un côté, que tout notre code est couvert par des tests. Ensuite, que le code est lisible parce qu'on est tout le temps en train de le refactorer et on ne code jamais plus que ce dont on a besoin. Et moi, en fait, j'aime beaucoup parce que ça me donne la confiance de faire évoluer des codebases rapidement et sans risque. Donc, je veux essayer de faire du TD avec GitHub Copilot. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire aussi. Donc, on découpe du coup notre cycle de TDD dans les trois étapes, dans le red, green, refactor. Et on va d'abord s'intéresser à l'étape red, que je pense qu'on voit très bien. Donc, pour l'étape red, dans les premiers tests avec du prompting naïf, disons l'apprentissage principal, c'est que Copilot sait pas ce que c'est qu'un bon test, au moins adapté au contexte. Il ne sait pas ce que c'est qu'un test standard. Du coup, de manière un peu simple, il va falloir qu'on lui dise ce que c'est. Le prérequis pour vraiment réussir cette étape, c'est de soi-même être très au clair de ce que c'est qu'un bon test unitaire, de l'écrire exhaustivement et de faire des exemples pour l'aider à le produire. Ensuite, le fait que on va découper notre fonctionnalité en petites étapes, ça va aussi l'aider. Donc ça, c'est le principe des baby steps qu'on retrouve dans le TDD, mais ça rejoint aussi un principe du prompt engineering qui s'appelle le prompt chaining. C'est un principe qui dit que en découpant des problèmes complexes, on va avoir des meilleurs résultats. Pourquoi? Parfois, on envoie à notre LLM un problème qui est extrêmement complexe, beaucoup de texte, et il va halluciner, il va nous sortir n'importe quoi. Donc, le prompt chaining dit que si nous-mêmes, on découpe nos prompts en des petits morceaux, en fait, chaque petite tâche, il va savoir mieux la réussir, et donc on va pouvoir converger à quelque chose qui est acceptable. Donc, à quoi ça ressemble tout ça? Donc, ça ressemble à un prompt de ce style. Donc, moi, j'utilise IntelliJ et la fonctionnalité de chat de Copilot. Et donc, j'écris le test le prompt que je veux lui faire passer. Donc, ce prompt, il est composé de plusieurs parties. D'abord, je lui explique le contexte. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de coder? Et aussi, c'est quoi mes standards d'architecture macro? Donc, tout dans le service, toutes mes fonctionnalités doivent être couvertes par des tests unitaires. Ensuite, la partie la plus importante, c'est vraiment le standard du test unitaire. Donc, je lui décris de manière exhaustive quelles sont les caractéristiques d'un bon test unitaire pour moi, comment est-ce que moi je construis, quelles annotations j'utilise, quelles librairies j'utilise, et je lui fournis même un exemple. Alors malheureusement, là on peut pas le voir, mais dans le chat, on a une option pour lui donner des fichiers pour qu'il puisse regarder et se concentrer dessus. Donc, un exemple d'un test que moi j'ai écrit qui applique mon standard. Une fois que j'ai tout ça, je peux lui donner mon premier prompt de fonctionnalité pour créer un test qui est chaud. Donc là, c'est très important de lui demander, de lui répéter que je veux uniquement un test qui est chaud. Parce que par défaut, beaucoup de ces assistants de code, ils vont produire énormément de code, plus que ce dont on a besoin. Donc je lui rappelle, je veux uniquement mon test. À partir de là, il me crée un truc avec une base de tests qui me satisfait énormément. Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'il applique mon standard, c'est-à-dire le test à la forme que je veux. On se concentre sur une API, sur une fonctionnalité qu'on va tester. Le nom de test, c'est should return top 10 restaurants. Ça utilise une forme beaucoup plus fonctionnelle que la forme par défaut que lui il a. Les fixtures qu'il crée, ce n'est pas parfait. Il me met un petit commentaire, ajoute toi-même ce qui reste. Mais en vrai, on a une forme sur laquelle on peut itérer. Alors que dans beaucoup de mes tests, les fixtures qu'on crée d'abord ne convenaient pas du tout et je devais tout faire à la main ou refaire des prompts depuis zéro. Et du coup, je peux me concentrer sur les trucs qui comptent dans les tests. C'est-à-dire, OK, où est-ce que je mets mon split entre mon service et mon repository? Donc, c'est un test qui me convient parfaitement. Je identifie c'est quoi les améliorations. Donc je veux changer la manière pas la manière dont font mes fixtures, mais je veux créer mes fixtures de manière correcte.
Je veux alléger la responsabilité du repository, donc je lui dis juste, vas-y, fais-moi ces changements, et il me les applique tout simplement. Alors, je dis tout simplement, mais je veux quand même vous montrer comment ça se passe concrètement. Donc, supposons que j'ai mon premier jet de RAID. Donc ça, c'est la vue de mon éditeur. De mon IDE, pardon. Donc à gauche mon éditeur, à droite mon chat avec mon prompt et la réponse. Comment je fais pour intégrer la réponse de Copilot dans mon code de manière très naïve? On va juste scroller à droite, on va lire ce qu'il me propose. Je vais sélectionner à la main ce qu'il veut, ce que je veux incorporer. Je vais sélectionner à gauche ce que je veux remplacer et je copie-colle. C'est de loin l'étape la plus pénible. Et cependant, c'est un coup que j'ai trouvé dans mes expériences acceptable par rapport au gain qu'on a. Mais je vais pas vous mentir, c'est très pénible. Pour la suite des étapes de RAID, c'est un peu plus simple. Vu qu'on a le contexte, on a déjà une forme d'un test standard. On peut tout simplement définir nous-mêmes le nom de la méthode que l'on veut, pour laquelle on veut implémenter un test. Du coup, nous-mêmes, en définissant le nom de la méthode de test, ça va orienter l'implémentation. Donc, pour résumer, pour l'étape RAID, le développeur, il définit un standard, il écrit le nom de la méthode de test, et Copilot s'occupe d'écrire le corps du test. Ensuite, pour l'étape Green, là, comme je l'avais déjà dit, le grand problème qu'on peut avoir, c'est que Copilot écrit beaucoup plus de code dont on a besoin. Or, dans le TDD, on veut écrire vraiment du code strictement minimal pour faire passer le test. Donc, on va demander à Copilot, écoute, je veux uniquement le code strictement minimal, et s'il te plaît, vérifie ton résultat. Parce que si on fait pas ça, bah, on peut avoir des choses comme ça, c'est-à-dire des implémentations qui, à première vue, ont l'air parfaitement OK, mais cependant qui rajoutent du code inutile. Donc moi, je vais lui dire, s'il te plaît, code strictement minimal. Et là, OK, il me fait un green au standard. Cette étape, c'est presque la plus simple d'un point de vue standard, mais c'est la plus pénible d'un point de vue prompting, parce qu'à chaque fois, il faut lui rappeler. C'est aussi une limitation de IntelliJ et de ses intégrations. Il y a d'autres IDE qui ont des intégrations plus puissantes des standards. On finit avec le refactor. Dans le refactor, on inverse un peu les rôles, et c'est dans cette étape où on voit vraiment de face le nouveau paradigme de coder avec IA. C'est un paradigme dans lequel en fait on code moins, on tape moins et on lit plus. Et on doit beaucoup plus développer notre capacité de lecture. Pourquoi? Parce que dans cette étape de refactor, j'ai ma fonctionnalité qui est couverte, qui marche, mais maintenant je vais lui demander, ok, vas-y, améliore-moi le code, fais-moi plusieurs propositions, et c'est à moi d'utiliser mes connaissances de patterns, d'architecture, de contexte pour décider quelles sont les bonnes pour s'adapter à mon contexte et pour que ma codebase puisse évoluer de meilleure manière. Moi, j'ai l'habitude de demander toujours 5 propositions différentes, soit sur mon fichier de test, soit sur mon fichier de service. Parfois, je rentre dans des conversations, disons, un peu plus détaillées sur certaines interfaces. Et je sens qu'il y a vraiment un ping-pong avec ces idées. La clé, c'est donne-moi plusieurs propositions, parce que parfois sur toutes ces propositions, il y en a 4 qui sont complètement nulles. Pourquoi tu me dis ça? Et il y en a peut-être une qui me fait dire, ah ok, ça c'est intéressant. Vas-y, on va creuser ça. Donc pour récapituler cette étape de refactor, on le voit pas là-bas, mais on inverse les rôles. C'est Copilot qui va nous proposer plusieurs implémentations et c'est le développeur qui va choisir quel refactoring il va appliquer. Chose que j'ai pas précisé, il faut vraiment dire refactoring. Si on dit améliorer le code, il va proposer du logging, du caching, des choses comme ça. C'est pas le but de ce flux. Donc on fait ça de manière itérative et on arrive à quoi? On arrive à un code parfaitement acceptable, complètement couvert. Du coup, ma conclusion, elle est très simple, ça marche. Ça marche bien. J'ai senti que j'étais dans un flux très plaisant. Il y avait quand même des moments un peu pénibles. Enfin, le premier prompt, enfin, il faut beaucoup le travailler. Il y a tous les copier-coller qu'il faut faire de manière très minutieuse. Il faut lui répéter à chaque étape green code strictement minimum. Mais j'arrive quand même à un flux où je sens que je fais du PP avec Copilot, où c'est moi toujours le navigateur
C'est moi qui donne la direction de l'architecture. Je mets vraiment l'intelligence pour avoir une code base qui est qualitatif et maintenable. Et c'est lui qui est la force de frappe. Il me produit du code. Donc, le principal blocage, c'est l'ergonomie, mais je sens que l'écosystème évolue énormément pour améliorer cette boucle de feedback et devenir plus efficace. J'arrive à la fin de mon temps. Je vous laisse le recap. Je vous remercie.